En chimie, les unités de mesure sont aussi très importantes. Comme on va voir dans les différentes unités qu'on va faire, il va y avoir différentes manipulations de calcul qui possèdent des valeurs qui ont différentes unités. Et il faut être capable d'utiliser les bonnes unités du système international et de savoir à la fin du calcul quelle unité il reste dans ton calcul, donc quelle va être l'unité de la valeur finale. Dans vos calculs, c'est vraiment important de vous rappeler que quand vous donnez une réponse finale, il faut donner une unité. C'est pas important de mettre les unités à travers tout le calcul, comme dans peut-être certains cours, comme par exemple le cours de physique. Par contre, dans le cours de chimie, à la fin, il faut mettre une unité appropriée à la valeur que vous avez obtenue. Maintenant, si on regarde les valeurs du système international des unités, la masse, la valeur, le système international, c'est le kilogramme, mais c'est rare qu'on va utiliser du kilogramme. Le kilogramme en chimie, on va généralement se servir des grammes ou peut-être des milligrammes, parce qu'on ne va jamais travailler avec des quantités qui sont aussi grandes que ça. Mais il faut savoir que la valeur, c'est le métrique, donc le gramme. La longueur, c'est le mètre. On s'en sert pas souvent en chimie. Le temps en secondes, on s'en sert relativement souvent en chimie. La température, malgré le fait qu'on utilise beaucoup le degré Celsius, vous allez voir cette année qu'on va introduire et on va présenter le degré Kelvin ou le Kelvin, surtout dans l'unité numéro 5. Oui, l'unité 5, où on va parler des gaz et de la chimie atmosphérique. L'ampère, le courant, on ne retrouve jamais. Et cette année ou cette unité, on va parler de la mole, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais ça représente l'unité internationale de la quantité de matière. C'est-à-dire que la quantité de matière, en chimie, on l'exprime rarement en grammes, parce que ça, c'est la masse, mais on va parler de la mole. Et ça, je vais parler de ça un petit peu plus tard. Si on regarde les préfixes qui sont utilisés, il faut savoir un petit peu à quoi ça représente comme valeur. Donc, celles qu'on veut surtout utiliser en chimie vont être de ici, dans cet encadré-là. Donc, si on pense à la valeur, on sait que on a le kilogramme, ça représente 1000 unités, hectogramme, ça va être 100 grammes, décagramme, ça va être 10 grammes, donc le gramme, c'est 1. Décigramme, ça va être 0.1, centigramme, ça va être 0.01 gramme, et milligramme, c'est 0.001 gramme. Et on va voir aussi litre, ça s'applique. Donc, le 1000 litres, ça va être, par exemple, 1 kilolitre. 1 litre, ça va être 1 millilitre, c'est 0.01 litre. Donc, naturellement, éventuellement, vous allez devoir savoir à quoi représentent les préfixes par rapport à la quantité initiale et aussi les valeurs en notation scientifique, mais pour l'instant, celles qui sont importantes sont celles-ci. Maintenant, j'aimerais juste faire un petit peu la distinction entre la masse et le poids, parce que j'ai l'impression qu'à ce point-ci, beaucoup d'entre vous, vous interchangez les deux. Mais les deux ont des définitions qui sont très différentes. La masse, c'est la mesure de la quantité de matière dans un objet. Et le poids, c'est la force que la gravité exerce sur un objet. Ça veut dire que peu importe sur quelle planète tu es ou peu importe où tu es, la masse d'un objet, si la matière n'est pas enlevée ou ajoutée à cet objet, ne devrait pas changer. Par contre, son poids peut varier dépendant de où tu vas peser l'objet ou la personne. Donc, si tu as un objet qui a une certaine masse, comme une bille de billard, par exemple, une bille de billard, une balle de billard, je suis pas sûre comment ça me vous comprenez ce que je veux dire. Elle a une certaine masse et ça va dépendre de la quantité de matière qui compose cette balle de billard. Par contre, si tu prends la balle de billard et que tu la pèses sur la terre, elle va avoir un certain poids qui va être associé. Par contre, si tu prends cette balle de billard qui conserve la même masse, donc tu la changes pas, et que tu la portes sur la Lune et que tu la pèses, tu vas voir que son poids va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Ça, c'est parce que la force gravitationnelle sur la Lune est beaucoup, beaucoup plus petite que la force gravitationnelle sur la Terre. Donc, il y a moins de force exercée sur l'objet et donc, son poids va être plus petit. Donc, voici un exemple que j'ai donné. Si tu prends la masse d'une personne, sa masse va toujours être la même. Si tu dis qu'elle n'a pas mangé plus de nourriture et elle n'a pas perdu de poids, ou de masse, elle va avoir la même masse sur la Terre que sur la Lune. Par contre, son poids sur la Lune va être beaucoup plus petit que sur la Terre parce que la force exercée par la Lune sur la personne va être beaucoup plus faible.
Maintenant, rappelez-vous que l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme, mais nous, on se sert surtout des grammes et que 1 kg correspond à 1000 grammes, ce qui correspond à une valeur de notation scientifique de 1,0 fois 10 exposant 3. Le volume est aussi une unité, valeur qu'on utilise beaucoup en chimie. Donc, le volume, son unité internationale, c'est le mètre cube, mais on utilise très rarement le mètre cube pour exprimer des valeurs de volume en chimie. Il faut quand même savoir que 1 cm3 va équivaloir à 1 fois 10 exposant moins 6 mètres cubes. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des cubes, on sait qu'on doit toujours multiplier la hauteur fois la longueur fois la largeur. Et ça veut dire qu'il faut faire toujours exposant 3. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que 1 cm3 est égal à 1 fois 10 exposant moins 2 mètres cubes parce que ça ne marche pas. Comme ça, il faut que tu fasses ta multiplication pour avoir la bonne conversion appropriée. Ça veut aussi dire que 1 mm3 est égal à 1,0 fois 10 exposant moins 3 cm3 parce que 1 mm est égal à 1,0 fois 10 exposant moins 1 cm et tu dois mettre ça au cube pour y arriver. Maintenant, la raison pourquoi on va parler plutôt de millimètres cubes, c'est parce que les millimètres cubes peuvent être associés à des volumes qui sont en litres ou en millilitres. Il faut savoir que 1 centimètre cube équivaut à 1 millilitre. Et ça, c'est quelque chose qui revient quand même relativement souvent et que j'ai déjà montré ici dans cette unité-ci. Puis ça, c'est parce que 1 litre égale à 1000 millilitres et que 1 litre équivaut aussi à 1000 cm3. Et donc, si 1 litre équivaut à 1000 cm3 et que 1 litre équivaut à 1000 millilitres, ça veut dire que 1 millilitre équivaut à 1 cm3. Ça veut dire que ça peut nous aider dans certaines situations où on veut estimer des volumes. Rappelez-vous que si tu as une éprouvette, si tu as à peu près 1 cm de hauteur dans ton éprouvette, tu as aussi à peu près 1 cm de largeur dans ton éprouvette, et donc 1 cm de volume de liquide dans un fond d'éprouvette équivaut à peu près à 1 millilitre. La masse volumique va aussi être quelque chose qui va revenir relativement souvent en chimie dans cette unité-ci et dans les unités qui vont venir. La masse volumique, c'est la masse d'une substance divisée par le volume qu'elle occupe. La masse volumique peut aussi être représentée par ce symbole-là. Donc, au lieu d'écrire MV, on va écrire ce symbole qui va représenter aussi la masse volumique. La masse volumique, ces unités peuvent varier, mais celle qui est internationale, c'est le kilogramme par mètre cube, parce que ça utilise les deux unités du système international. Mais en chimie, on utilise rarement le kilogramme par mètre cube. Ça va être plus le gramme par centimètre cube, qui équivaut à des grammes par millilitre. Parce qu'on sait que 1 centimètre cube égale à 1 millilitre. Donc, 1 gramme par millilitre équivaut à 1 gramme par millilitre équivaut à peu près à 1 gramme par centimètre cube. Maintenant, on va parler des chiffres significatifs. Maintenant, il y a certaines règles à utiliser pour donner les bons chiffres significatifs à la fin de ton calcul. Donc, ça va être important à la fin de vos calculs de toujours vous assurer d'inclure les bons chiffres significatifs parce que dans certaines situations, on doit faire une estimation de certaines valeurs qui viennent après un certain nombre d'autres chiffres dans tes calculs. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, 4,28 grammes, on est en train de dire que ces trois chiffres-là sont significatifs et qu'après ça, les valeurs vont être plutôt des estimations plutôt que des valeurs réelles. Puis ça vient du fait que des mesures, généralement, ça implique certaines incertitudes. Puis ça, c'est parce que, par exemple, certains instruments comme des balances ou des cylindres gradués vont avoir un certain niveau de précision et d'imprécision à propos de l'instrument, mais aussi à propos de la façon que tu prends tes données. Maintenant, il y a 4 règles à connaître par cœur et que vous allez devoir connaître et utiliser et appliquer dans vos calculs. La première règle à connaître, c'est que tous les nombres différents de zéros sont significatifs. C'est-à-dire que si tu regardes ici, si on te donne dans un énoncé une valeur de 7,886, ça veut dire que ces 4 chiffres-là sont tous significatifs parce qu'ils sont tous différents de zéro. La deuxième règle à connaître, c'est tous les zéros situés entre deux nombres sont significatifs.
Donc, si dans un énoncé, on te donne une valeur de 408, donc 408, il y a 3 chiffres significatifs parce que tu as un 0 entre deux nombres. C'est-à-dire que le fait qu'il est entre deux nombres, ça rend le 0 significatif. La troisième règle dit « Les zéros situés à la gauche d'une valeur ne sont pas significatifs ». Ça veut dire que si je te donne une valeur de 0,00907 dans un énoncé, les 3 zéros qui sont à la gauche de ton 907 ne sont pas significatifs. Donc ici, ceux-là ne sont pas significatifs. Et donc, on va considérer que pour 0,00907, il y a seulement 3 chiffres significatifs. Donc, si on prend un autre exemple, ici, on voit que tous ces zéros-là sont à la gauche du 6, et donc, eux aussi ne sont pas significatifs. Donc, si tu as 0,0000006, c'est un chiffre qui a une valeur qui a seulement un seul chiffre significatif, qui est le 6. La dernière règle à connaître, c'est les zéros situés à la droite d'une valeur peuvent être significatifs. Ici, le mot, c'est peuvent. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que des fois, ils vont être significatifs, des fois, ils vont pas l'être significatifs. Et ça peut dépendre de ton interprétation de la valeur. Donc, si je te donne une valeur de 22 700, ben, on voit qu'on a 2 zéros à la droite et ça veut dire qu'ils peuvent être significatifs. C'est-à-dire qu'on peut des fois considérer qu'il y a 5 chiffres significatifs ou des fois, il y en a 3. Et on va voir que pour essayer de donner un peu de précision à ça, on va te donner des plus ou moins un certain chiffre. Donc, plus ou moins 10 ou plus ou moins 100 ou plus ou moins 1. Puis ça va te donner à quel niveau de précision tu dois essayer de regarder. Sinon, tu peux décider d'en donner 5 chiffres significatifs ou 3. Si on regarde ces différents exemples, on va essayer de dire combien de chiffres significatifs qu'il y a. Donc ici, d'après la règle numéro 1, on peut indiquer qu'il y a 4 chiffres significatifs. Si on regarde le B ici, encore une fois, d'après la règle numéro 1, on peut indiquer qu'il y a 4 chiffres significatifs. D'après la règle 1, ici, on indique qu'il va y en avoir 5 chiffres significatifs. À cause de la règle numéro 3, avec cette valeur-ci, à cause que tu as 2 zéros avant le 4, ça veut dire qu'ils ne sont pas significatifs. Ici, tu as seulement 2 chiffres significatifs. Ici, à cause de la règle numéro 3, où tu as 4 zéros avant le 3 qui ne sont pas significatifs, mais à cause des règles numéro 2, tes 2 zéros ici sont significatifs, tu peux considérer qu'il y a 5 chiffres significatifs ici. À cause de la règle numéro 2, ici, on peut encore considérer qu'il y a 5 chiffres significatifs. Maintenant, pour celle-ci, il peut en avoir 3 ou il peut en avoir 1. Donc ici, la réponse peut varier. Donc, on peut dire 3 ou 1. Même chose ici, on peut considérer qu'il y en a soit 4 ou 1. Mais à cause qu'on a donné la peine de donner une virgule, on peut probablement considérer qu'il y en a plutôt 4 qu'il y en a 1. Ici, dans ce cas-ci, par contre, c'est un peu ambigu et tu pourrais dire qu'il y en a juste 1 plutôt que 3. Mais ici, à cause de la virgule, moi je dirais qu'il y en a plus que 1 parce qu'on s'est donné la peine de mettre une virgule. Maintenant, si on regarde cet exemple-ci, c'est là où on nous donne le plus ou moins 100. C'est-à-dire que la précision est la centaine. C'est-à-dire qu'on peut juste considérer qu'il y a un seul chiffre significatif parce qu'on est en train de dire que ce zéro-là, et même le deuxième zéro, n'est pas très précis parce que le niveau de précision est la centaine. Il y a juste 3 centaines. Donc ici, ce serait un seul chiffre significatif. Et ici, on ne va pas considérer le x10 exposant 3 dans les chiffres significatifs. Donc ici, on peut dire qu'il y a seulement 2 chiffres significatifs. Maintenant, comment est-ce qu'on manipule les chiffres significatifs et qu'est-ce que ça fait au niveau du nombre de chiffres significatifs à la fin? Donc, il y a certaines règles à connaître. On va commencer avec les multiplications et les divisions. Donc, si tu fais des opérations comme des multiplications et des divisions sur des nombres, le nombre de chiffres significatifs de ta réponse va être la valeur ayant le plus petit nombre de chiffres significatifs. Ça veut dire que si je prends ces exemples-ci, j'ai 2 chiffres significatifs qui est multiplié à un chiffre significatif. Donc, ma réponse finale, même si j'ai 3,6, je dois donner une valeur qui a un seul chiffre significatif
parce que ça correspond au plus petit nombre de chiffres significatifs dans ton calcul. Donc, encore une fois, tu as 3 chiffres significatifs ici, multiplié à une valeur qui a 2 chiffres significatifs. Même si tu as une valeur qui a beaucoup plus de chiffres, il faut que tu l'arrondisses pour donner une valeur qui a seulement 2 chiffres significatifs, parce que ça correspond à la plus petite valeur de chiffres significatifs au total. Même chose ici, même avec la division. 3 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs. Donc, il doit y avoir 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs. Il faut que tu arrondisses pour qu'il y ait 2 chiffres significatifs. Donc, c'est important d'utiliser cette règle-là quand tu as des multiplications et des divisions. Quand tu as des additions et soustractions, c'est un petit peu différent parce que là, ici, c'est le nombre de décimales qui est important. C'est-à-dire que c'est le plus petit nombre de décimales que tu dois donner dans ta valeur finale. Donc, si tu regardes, les décimales, c'est les chiffres après la virgule. Donc, ici, tu as un chiffre après la virgule, donc tu as une décimale. Puis ici, tu as 2 chiffres après la virgule, donc 5, 6, donc tu as 2 décimales. Donc, c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs, de nombre décimal qui est important quand c'est une addition et une soustraction. Donc, parce que tu as une addition et une soustraction, il faut que tu aies un chiffre après la virgule. Donc, même si tu as obtenu 6,86, il faut que tu arrondisses à 6,9 pour avoir un chiffre après la virgule. Ici, tu as 3 chiffres après la virgule qui additionnent à un nombre qui a un chiffre après la virgule. Donc, tu as besoin d'une valeur qui a un chiffre après la virgule. Donc, il faut que tu arrondisses à 0,2 au lieu d'avoir 0,186. Et ça continue avec les soustractions. Donc, si vous regardez tous ces exemples-là, c'est toujours le plus petit nombre de chiffres après la virgule qui compte quand tu as des additions ou des soustractions. Ce qui est différent d'avec la multiplication où là, tu considères tous les chiffres, même ceux qui sont avant la virgule, comme étant importants. Ici, ce n'est pas le nombre de chiffres significatifs total, c'est seulement le nombre de chiffres décimales, donc après la virgule, qui sont importants. Maintenant, pour pouvoir être capable d'avoir le bon nombre de chiffres après la virgule, il faut savoir comment arrondir comme il faut. Donc, pour bien arrondir, il faut utiliser ces 3 règles-là. Si ta réponse se termine avec un nombre supérieur à 5, on ajoute toujours un 1 au chiffre précédent. Donc, si ta valeur, c'est 2,346 et que tu as besoin d'avoir 2 chiffres après la virgule, tu vois que ici, le 6, c'est supérieur à 5. Donc, tu dois ajouter un 1 à la valeur précédente. Donc, 4 plus 1 donne 5. Si ta réponse se termine par un nombre inférieur à 5, le chiffre précédent doit demeurer le même. C'est-à-dire que si j'avais 2,344, on voit que 4 est inférieur à 5, donc le chiffre précédent doit demeurer le même. Donc ça va nous donner 2,34. Et finalement, qu'est-ce qui arrive quand le chiffre se termine par 5? Là, ici, il faut que tu utilises 2 règles. Si le chiffre précédent est impair, précédent, c'est-à-dire qu'il vient avant, on ajoute un 1. Si il est pair, il reste le même. Donc, si on regarde cet exemple-ci, 18,35. Donc, ici, ça, c'est le chiffre précédent et il est impair. Parce que le chiffre précédent est impair, on en rajoute un 1. Donc, 3 plus 1 donne 4. Par contre, si c'est un chiffre qui est pair, donc ici c'est 2, 2 est pair, donc il reste le même. Donc, pair, ça veut dire qu'on fait juste enlever le 5 et il reste le même. Donc, ça, c'est aussi des règles qu'il faut être capable de connaître et d'utiliser lorsque vous allez devoir faire vos calculs pour pouvoir avoir le bon nombre de chiffres significatifs, mais aussi avoir le bon nombre de décimales en arrondissant. Donc, maintenant, si on fait ces exemples-ci, en fait, je vais vous laisser les faire, puis je vais mettre les réponses sur le Classroom, juste pour vous donner la chance de pratiquer un petit peu. Puis si vous avez des questions par rapport au fait que vous n'avez pas eu la bonne réponse, s'il vous plaît, laissez-moi savoir plus tard. La dernière, il nous reste encore 2 autres choses à voir aujourd'hui. On va voir ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Dans le fond, l'analyse dimensionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'être capable de convertir des unités en une autre en se servant d'un rapport. Donc, si on vous dit que 1$ c'est 100 sous, donc tu peux créer un rapport où 1$ sur 100 sous te donne une certaine valeur qui peut être utilisée plus tard pour donner une certaine réponse.
Donc, si je te dis que tu as 1 dollar équivaut à 100 sous, je peux utiliser ce rapport-là pour te donner le nombre de dollars si j'ai, par exemple, 2000 sous. Donc, dans cette situation-là, on peut se servir du rapport pour y arriver. Moi, je préfère me servir d'un rapport de la façon suivante. Je sais que certains d'entre vous vont faire comme des calculs croisés, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de se dire, c'est quoi le multiple qui permet de passer de 100 à 2000? Ben, généralement, ça veut dire qu'il faut que tu multiplies par 20. Donc, si tu multiplies par 20, donc 100 fois 20 donne 2000. Puisque les rapports doivent être équivalents, remarquez qu'il y a un égal entre les deux, ça veut dire que les deux doivent être égales. Pour qu'ils soient égaux, il faut que tu fasses la même manipulation de l'autre côté. Donc, tu dis fois 20 et 1 fois 20 donne 20. Donc, si 1 dollar équivaut à 100 sous, 2000 sous équivaut à 20 dollars. Les rapports peuvent aussi être représentés d'une façon un petit peu différente. Tu peux dire que 1 dollar équivaut à 100 sous. Donc, si j'ai 30 dollars, combien de sous est-ce que j'ai? Encore une fois, tu sais que pour passer de 1 à 30, tu as fait fois 30. Puisque c'est des rapports qui sont équivalents, il faut que tu fasses fois 30 de l'autre côté. Et donc, 30 fois 100, ça donne 3000 sous. Donc, si tu as 30 dollars, ça donne 3000 sous parce que 1 dollar équivaut à 100 sous. Donc, vous allez souvent devoir utiliser des rapports dans cette unité-ci. Et je préfère que vous utilisiez les rapports, donc en utilisant des rapports soit sous forme de fraction ou sous forme de rapport comme ceci, plutôt que d'utiliser la méthode croisée pour y arriver, qui est, je crois, un peu, 2000 divisé par 1, 2000 divisé par 100, non, je suis pas sûre comment, donc 2000, ah oui, c'est vrai, 2000 divisé par 100 fois 1, donc 2000 divisé par ça fois ça donne ça. J'aime pas trop cette méthode-là, donc je préfère que vous l'utilisiez pas, parce que dans le fond, ça enlève un petit peu la valeur intuitive de la réponse que vous êtes supposé d'obtenir. Ça donne une méthode qui fonctionne, mais qui n'a pas vraiment de valeur logique et intuitive derrière. Je vais vous laisser faire ces exercices-là et je vais mettre la réponse sur le Classroom plus tard, parce que c'est important d'être capable de déterminer c'est quoi la valeur finale des unités lorsque tu fais des calculs avec des valeurs qui ont des unités différentes. Puis pour faire ça, il faut être capable d'isoler une variable. Maintenant, isoler une variable rendue en 11e année, ça devrait être relativement simple parce que c'est un concept de 9e année que vous avez vu en mathématiques. Mais je vais quand même essayer de vous faire rappeler de ceci en allant à travers les étapes d'isoler une variable. Donc, disons qu'on veut isoler la variable x de cette équation suivante. Donc, c'est une équation chimique parce qu'il y a pas une équation chimique, une équation mathématique parce qu'il y a un égal. Et on veut isoler cette variable x et avoir la réponse finale où tu as x d'un côté et le reste des valeurs de l'autre côté. Donc, pour isoler les variables, il faut se rappeler des principes que vous avez vus en 9e année où là, il faut faire des opérations inverses. Donc, si je veux faire ça, il faut que je sois un petit peu stratégique. J'aimerais être capable de me débarrasser de ce dénominateur-là. Donc, pour me débarrasser de ce dénominateur-là, il faut que je multiplie ce côté de l'équation par la valeur du dénominateur. Parce qu'en faisant cette multiplication, je me retrouve avec le fait que j'ai CD sur CD fois XAB. Et donc ici, CD sur CD, ça donne 1. Donc ici, on peut éliminer le CD de ce côté-ci. Maintenant, pour que l'équation soit maintenue, toutes les manipulations que je fais d'un côté de mon équation, je dois aussi le faire de l'autre côté. Donc, si j'ai multiplié par CD d'un côté de mon équation, j'ai aussi besoin de multiplier par CD de l'autre côté de mon équation. Ça me donne XAB égale à EFCD sur GF. Maintenant, qu'il soit séparé avec un fois ici ou qu'il soit dans comme numérateur et divisé par GF ici, ça ne fait aucune différence mathématiquement. On peut les garder ensemble, on peut les séparer parce que dans le fond, CD va être un numérateur qui est divisé par 1 qui est ton dénominateur.
et que GF fois 1, ça donne GF. Donc, on a déjà commencé à isoler X, maintenant il faut continuer. Pour y arriver, il faut multiplier par AB, parce qu'en divisant par AB plutôt, je vais être capable de me débarrasser de AB de ce côté-ci de l'équation. Donc, je divise par AB, parce que AB divisé par AB, ça donne 1. Donc, ça, on peut les éliminer. Mais encore une fois, puisque c'est une équation mathématique, il faut que toute manipulation que je fais d'un côté de l'équation, il faut que je le fasse de l'autre côté. Donc ici, je vais devoir diviser par AB. Et diviser par AB, ben, c'est la même chose que de multiplier par 1 sur AB, qui à la fin va te donner X égale à EFCD sur GFAB. Donc maintenant, on a isolé X en utilisant les différents principes que vous avez vus en 9e année, où on fait toute opération qu'on fait d'un côté de l'équation, on doit faire de l'autre côté de l'équation. Et l'objectif, c'est d'essayer d'éliminer certaines choses d'un côté de l'équation en faisant l'opération inverse. On sait que l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc ici, l'inverse d'une multiplication, donc ça c'est une multiplication, c'est une division, qui est aussi la même chose que 1 fois 1 sur la valeur. Et que l'inverse d'une division, c'est une multiplication. Donc ici, je voulais enlever une division, j'ai fait une multiplication des deux côtés de mon équation, isolant ici ma variable x comme je le voulais.